appelez Jeannette Borzakian, mais Borzakian, c'est le nom de votre mari. Oui. Et quel était votre nom à vous? Sivier. Vous êtes né en quelle année? Le 14 décembre 1918. Et vous êtes né où? À Lask, en Pologne, près de Lodz. Votre papa est parti quand vous aviez 8 ans et vous êtes parti quand vous aviez 10 ans. En 26. Vous vous souvenez de ce que c'était une petite fille juive en Pologne à l'époque? Non. Et je vais vous dire pourquoi. Pour la bonne raison que je n'allais pas dans une école juive. J'allais dans une école publique. Et j'étais avec tous les enfants polonais. Oui. Alors, il n'y avait pas de discrimination là où j'étais. J'avais un très bon entourage et tous les catholiques, je les nomme comme ça pour vous simplifier, moi j'étais très bien chez eux. Comme disaient les gens à mes parents, ta fille elle va se messailler. Elle va se messailler. Et je me suis messaillée. Mes alliés. Ça voulait dire qu'elle allait épouser quelqu'un de pas juif. Ce qui a été le cas. Donc votre mari était arménien, grégorien. Et enfant de cœur. Et enfant de cœur. Jusqu'à 15 ans. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Soukot. La fête des cabanes, c'était dans la cour où nous habitions. Il y avait une cabane qui était dressée et les hommes allaient manger là avec les enfants et les femmes apportaient le manger. Et qu'est-ce qui vous a fait quitter la Pologne? Oh là là, l'antisémitisme. D'accord. Le polonais est très virulent et c'est le clergé qui y pousse. Personnellement, je ne le ressentais pas. J'entends. Pour la bonne raison que j'ai toujours joué avec des enfants catholiques polonais. Oui, mais comment vous savez qu'il y avait... Puisque vous dites que c'est ça qui vous a fait partir de Pologne. Donc il y avait bien autour de vous de l'antisémitisme. J'entends. Mais c'est ton vos parents. Papa, il te parlait, enfin, ou il t'a parlé à un moment donné, je ne sais pas à quelle période, mais des pogroms. Il y a eu des pogroms en polonais. Moi, je ne les ai pas connus, Josette. Non, je sais, mais ton papa t'en a parlé. Ah oui. Il y a eu des grands pogroms où on tabassait, on les arrêtait, on les tuait. Ah oui. C'est ça un des éléments qui a fait partir votre père. Oui. À un moment donné, notamment en 26, il a fui la Pologne, lui, pour des raisons politiques, mais les enfants ne l'ont pas su à l'époque. Alors en 28, vous êtes arrivé à Paris? Et nous habitions une petite rue, rue Pierre-Budin, je ne sais pas si vous connaissez, dans le 18e. Vous aviez une seule pièce pour vivre, toute la famille, quand vous êtes arrivé? Ben oui. Et vous étiez combien? 6. Et après, la petite, elle est née. Donc 4 enfants et des parents. Vous étiez encore là-bas. Et vous étiez rarement que 6 ou 7. Oh oui. Oh oui. Pourquoi? Parce que chez nous, il ne fallait pas venir la nuit. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui couchaient par terre. Qui ça? Les immigrés. Les juifs immigrés qui venaient de Pologne, ils avaient un endroit où se présenter. Ils venaient chez vous et vous acceptiez tout le monde? À tout le monde. C'est vos parents qui acceptaient tout le monde, même dans ce petit espace, vous logiez tous ceux qui passaient et qui venaient, qui on n'avaient pas ne de logeait logement. pas, on couchait par terre. Il fallait bien, ils n'avaient pas où aller. Ils savaient, quand ils quittaient la Pologne, ils savaient qu'ils pouvaient aller chez Joseph. Joseph, c'était mon père. Vous vous êtes engagé, hein, vous m'avez dit, politiquement, déjà avant la guerre. Oui, au Parti communiste. Oui. Votre papa était au Parti communiste aussi? Oui. C'était toute la famille qui était au Parti communiste? Sauf ma mère. Elle s'occupait de ses 5 mômes. Vous avez connu votre mari où? Au Parti communiste. Et lui était engagé aussi politiquement, votre mari? Oui, c'est comme ça que je l'ai connu. Oui. Lui était arménien? Arménien. Papa, il vendait l'humanité dans la rue avec un accent à couper au beurre. Au couteau. Au couteau. Alors... Ah oui. Il était déjà en Pologne, il était déjà engagé politiquement. Oui, c'était un militant. C'était un militant. Ouais. Et on cherchait
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est venu en France. Ouais. Et vous, c'était important aussi de vous engager? C'était important, c'était ma vie, c'était notre vie. J'ai connu que ça. Vous avez connu que ça, l'engagement? Oui. Pourquoi c'est important de s'engager? Vous pouvez le dire parce que ça s'adresse aux jeunes. Qu'est-ce que vous pouvez dire? En quoi c'est important? Pour avoir un idéal. Oui. Un pour tous, tous pour un. Mais je me sentais française, je me sentais pas étrangère. Tu avais dit à Anne, quand elle entreprenait, une amie qui fait un film sur elle, tu lui avais dit, la France m'a donné tout, et moi, il fallait que je rende à la France. Ah oui. Quand la France a été en difficulté, ben, moi je suis devenue agent de liaison. Je rendais en peu par rapport à ce qu'elle m'a donné. La France. Tu voulais absolument t'engager dans la résistance. Ah oui. Parce que si tu étais arrêtée, tu ne voulais pas être arrêtée comme juive, mais comme résistante. Ah oui. J'avais un local que j'avais loué à Clichy, à l'entrée de Paris, au 1. C'est 1 ou 3. Et puis là, j'avais une Renéo, une machine. Alors, je tirais les tracts. Mais ces tracts, une fois faits, il fallait les distribuer pour les dispatcher dans la région parisienne. Ben, je faisais les trottoirs de Paris, madame. C'est quoi les trottoirs de Paris? C'est-à-dire que j'avais des documents qui étaient interdits. Et donc vous leur distribuiez ces documents? C'était des documents qui disaient quoi, ces documents-là? À résister aux Allemands. Ce jour-là, j'ai pris le métro parce que j'étais trop fatiguée. J'avais fait trop les trottoirs de Paris. Alors j'avais des documents sur moi et j'ai pris le métro. Et en descendant de la rame, j'ai vu qu'il y avait une rafle. Alors je me suis dit en une seconde, j'ai dit ma petite fille, si tu remontes, ils arrêtent la rame. Donc tu fonces vers eux. Alors je prenais toujours la précaution, quand j'étais en mission, de me documenter sur le quartier pour savoir s'il y avait quelque chose, un commissariat ou quelque chose où je pouvais me référer pour y aller. Et là, j'avais trouvé les objets trouvés. Alors, quand je suis descendue de la rame, que j'ai vu la rafle, je suis allée chez eux, directement sur eux. Sur les policiers, sur la milice, quoi, qui était là. Oui. Et puis j'ai dit, écoutez, je ne sais pas si je me suis trompée, mais je voudrais aller aux objets trouvés. Je ne sais pas si je dois descendre ici ou la station suivante. Non, ils m'ont dit, mademoiselle, j'étais belle fille, hein. Non, vous montez, et puis vous prenez la première rue à droite, et puis ils m'ont expliqué le chemin pour y aller. On vous prenait pour une chrétienne quand les gens vous voyaient dans la rue? J'étais une belle blonde. Une belle blonde, je peux le dire. Hein. T'as une photo? Élégante, mignonne. Ah oui, j'étais belle. Hein. Ben, j'avais toujours peur. Vous avez toujours peur? Ceux qui disent qu'ils n'avaient pas peur, c'est pas vrai. Ben, fallait le faire. Fallait le faire. Vous preniez le risque? Ah oui, absolument. Quand je partais de la maison, je disais à mon mari, si à telle heure je ne suis pas là, tu laisses tout et tu t'en vas. Et pendant les 5 ans de guerre, ça a été comme ça chez nous. Mais avant d'avoir un local et du matériel, au départ, tu n'avais pas de contact. Donc en fait, tu as commencé par coller des papiers. Ouais. Tu m'as raconté. On n'avait pas de contact, mais on voulait quand même faire quelque chose. Alors on était 2 ou 3, on prenait des papiers
on marquait à bas les boches, envoyer promener les boches, ne secourez pas les boches, des trucs comme ça. Et puis on les collait. On les collait dans les rues. C'est-à-dire il fallait parler, il fallait dire des choses, il ne fallait pas se laisser faire et être... Voilà, il fallait parler, il fallait réveiller la population française. Donc quand on vous dit les Juifs se sont laissés faire, vous n'êtes pas d'accord, hein? Oh, absolument pas. Ouais. Alors ils ne se sont pas laissés faire, même dans les camps. Même dans les camps. Je ne sais plus qui c'est qui m'avait raconté que mon père, il avait monté tout un réseau dans le camp. Oui. Vous pouvez raconter ce qui s'est passé, comment il a été déporté? C'est-à-dire qu'ils ont été arrêtés comment? Sur dénonciation. La police française est venue à la maison? Exactement, avec revolver au poing. Il y avait sa plus jeune sœur. Il y avait Germaine. Oui. Oui, papa lui a dit sauvez-vous. Vous étiez 4 sœurs, donc elle c'est la plus jeune. C'est la plus jeune. Qui s'est sauvée. Et d'ailleurs, ça reste une culpabilité énorme encore maintenant. 86 ans maintenant, elle a toujours cette culpabilité. Quoi? Et elle raconte qu'elle a mûri instantanément en 1 seconde, donc elle s'est sauvée. Et les autres n'étaient pas là non plus à la maison? Non, on était tous dans un réseau. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire que tu étais partie ce jour-là porter du thé à André. De thé à mon père, qui n'était pas encore son mari, mais c'est ça. Qui vendait des chaussettes dans une porte cochère. Oui. Et quand elle est revenue... Je suis montée, quand je suis on habitait au 3e. Et quand je montais l'escalier, la personne qui habitait au 1er, elle a ouvert la porte, elle a dit « Ne monte pas à la Gestapo chez toi, va-t'en ». Donc il y avait des Français qui aidaient, et il y avait des Français qui dénonçaient. Exactement. Il y avait les deux. Mes parents ont été dénoncés, et une autre m'a sauvée. Oui. Oui. Celle du 1er m'a sauvée, celle du 3e... Quel message vous voudriez donner aux jeunes? Si des jeunes vous entendent là, vous voudriez leur dire quelque chose? De s'occuper des gens qui les entourent, pas seulement d'eux. Parce qu'il y a beaucoup de misère cachée. Et là, aujourd'hui, vous acceptez de parler pour expliquer tout ça. Pourquoi vous acceptez de parler? Pour prévenir les gens, pour pas que ça se renouvelle. Pour pas que quoi se renouvelle? La bête est encore féconde, est encore féconde. De la bête immonde. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de choses de cachées, oui. De misère cachée. Mais pas que la misère. Et de la misère, de l'antisémitisme, parce qu'il n'y en avait pas avant en France. Maintenant, ça commence. Et le refus de l'autre, le refus de l'étranger, je crois. C'est ça. Quel qu'il soit. Je voulais vous poser la question de votre vécu à vous, de ce que vous avez vécu vous, de l'histoire particulière de votre maman, donc qui a survécu de la Shoah, qu'ont subi ses grands-parents, et du génocide arménien qu'a subi votre père. Donc d'un côté cette vie de résistant et de survivant de la Shoah, et de l'autre côté cette vie de survivant du génocide arménien. Qu'est-ce qui vous a été transmis? Comment chacun en a parlé et qu'est-ce que ça a donné pour vous? Alors j'ai grandi là-dedans, je me souviens pas précisément, j'ai l'impression de les avoir toujours connus ces événements.
c'est-à-dire que mon grand-père paternel a été égorgé par les Turcs, que la famille a dû fuir finalement la Turquie et se réfugier en France. Et alors qu'ils avaient une vie aisée, qu'ils étaient des notabilités dans l'endroit où ils vivaient, c'est-à-dire la ville de Keskin en Asie mineure. Et donc mon père m'a parlé, il était très jeune puisqu'il est né en 1913, les événements ont lieu en 1915. Mais bien sûr, il était imprégné de tout cela. Et ma mère m'a toujours parlé aussi de sa famille, de la Pologne. Ma grand-mère était quelqu'un de doux, de travailleuse, qui a vécu très durement, qui a eu des enfants coup sur coup, puisqu'elle a perdu même 2 jumeaux. En tombant avec une bassine de tripes, elle était tripière, ouvrière tripière. Et mon grand-père, qui était un homme moderne, ouvert, avant-gardiste pour son époque. La communauté juive venait le consulter quand il y avait quelque chose de sérieux à débattre. Il lisait beaucoup, il avait beaucoup d'humour, il était très spirituel et... Très. Voilà, on adore tous, mes cousins, cousines, entendre parler de nos grands-parents et notamment de notre grand-père qui était vraiment, à mes yeux, quelqu'un à part. Donc mes parents ont toujours été engagés. Ils avaient des valeurs, ils ont des valeurs humanistes, de partage, de solidarité. Et la crainte de voir se répéter des événements sombres qui ont eu lieu, parce que bon, on vit une époque où on ne peut pas être tranquille et rassuré avec tout ce qui se passe, on entend, et en France et ailleurs.